Est-ce qu'au niveau de la technique, on peut attaquer? C'est bon. D'abord, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus sur le stand de la France Insoumise ici à la Fête de l'Humanité. C'est la première fois que la France Insoumise a un stand à la Fête de l'Humanité depuis que la France Insoumise existe. Et donc dans ce stand, vous allez retrouver des débats, des moments conviviaux. Demain matin, il y a une dédicace, des séances de dédicace, et puis des concerts le soir. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à venir. Dans les débats, il y a des débats sur un certain nombre de sujets, mais il y a un sujet sur lequel on ne pouvait pas passer à côté, qui est la question de la taxation des super-profits, parce que c'est un sujet d'actualité. Et on souhaitait organiser un débat sur le sujet avec des représentants de l'ensemble des composantes de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, d'être avec nous pour ce débat. Merci à Sophie Taillé-Polian, qui est coordinatrice de Génération, d'avoir accepté de venir à ce débat. Et merci à Elsa Fossillon, députée communiste des Hauts-de-Seine. Merci pour votre accueil, ça fait plaisir. Il y a Manon Aubry qui va nous rejoindre. Elle avait un débat sur un autre stand juste avant, mais elle nous rejoindra dès qu'elle arrive. On va prendre la parole chacun. On a essayé de se répartir un peu les sujets sur cette question de la taxe sur les super profits. Et puis après, on aura peut-être un petit moment, si vous avez des questions depuis la salle, pour échanger. Alors, vous le savez, c'est un sujet qui est un sujet d'actualité majeure, cette question-là. Il faut savoir que chacune de nos composantes, et la NUP en tant que telle, a déposé à l'Assemblée nationale au mois de juillet des amendements pour introduire une taxe sur les super-profits, que malheureusement ces amendements ils ont été rejetés, mais ils n'ont pas été rejetés à beaucoup de voix. Il y a notamment un amendement sur lequel on a perdu à 10 voix, et c'est la preuve que sur cette bataille, on pense qu'on peut gagner dans les prochains mois. Et donc c'est pourquoi on a continué à insister sur le sujet avec un certain nombre d'initiatives qui ont été prises en cette rentrée. D'abord, il y a à l'Assemblée nationale une mission qui a été lancée au niveau de la présidence de la Commission des finances, mission dont je suis co-rapporteur, qui va durer pendant 1 mois et qui va permettre de faire un certain nombre d'auditions pour essayer d'établir un constat partagé sur qu'est-ce qu'un super profit, sur comment on peut le caractériser, sur quelles solutions ont été mises en place dans les différents pays en Europe pour mettre à contribution ces super profits, avec l'objectif de rendre au début du mois d'octobre un rapport sur le sujet qui va nous aider ensuite dans la bataille parlementaire. Et en même temps, parce que la bataille, elle ne peut pas être qu'à l'Assemblée nationale, on a initié les uns les autres, chacune des initiatives pour mener campagne dans le pays sur cette question de la taxe sur les super profits. Côté France Insoumise, mais on l'a proposé bien évidemment à l'ensemble des membres de la NUP, on a initié une pétition sur la taxe sur les super profits qui est bien signée, puisque d'ores et déjà on a près de 120 000 signataires de cette pétition qui a été lancée il y a une dizaine de jours. Donc c'est un bon résultat. Et c'est le résultat d'un travail bien sûr de communication, mais aussi d'un travail des militantes et des militants qui partout en France font signer cette pétition sur les marchés, devant les centres commerciaux, partout, et on va continuer pour augmenter la pression populaire sur le sujet. Parce qu'on va avoir des échéances sur la question de la taxe sur les super-profits. On va avoir l'examen budgétaire qui va commencer à partir du mois d'octobre à l'Assemblée nationale, et on se battra pour essayer de faire en sorte que la taxe sur les super-profits soit introduite dans le budget de l'année prochaine, et si possible avec un effet rétroactif sur les profits qui ont été générés cette année. Et puis si on n'y arrive pas, on continuera la bataille, puisque un certain nombre, et notamment Olivier, a fait une proposition, et je vais tout de suite lui laisser la parole pour qu'il présente peut-être cette proposition, et puis il dira bien évidemment par ailleurs ce qu'il a envie de nous dire pour continuer la bataille pendant des semaines, des mois, jusqu'on gagne sur le sujet, parce que c'est une question de justice sociale. On ne peut pas dire à la fois aux Françaises et aux Français, vous allez galérer, vous allez devoir faire des efforts, vous allez avoir du mal à finir les fins de mois, il ne va pas falloir mettre trop le chauffage, et en même temps vous avez des grandes entreprises qui génèrent des profits extraordinaires, et elles, on ne leur demande rien, et on ne les met même pas à contribution de manière obligatoire. Voilà, c'est une bataille qui est une bataille d'intérêt général. On va continuer à la mener ensemble, et je laisse la parole à Olivier Faure. Merci à vous.
Bon, merci d'abord d'être là. Moi, je suis ravi d'être dans ce stand. Même si il y a un an, ça m'avait dit un jour que je serais à la fête de l'UMA dans le stand des Insoumis, franchement, je me serais quand même pincé. Et puis voilà, on est là, on est ensemble. On est ensemble et c'est la condition pour l'emporter. Parce que ce que nous savons aussi, ce que les scrutins successifs nous ont enseigné, c'est que la gauche divisée, c'est le tapis rouge pour toutes les droites et même maintenant l'extrême droite. Donc il faut continuer ce que nous avons commencé sous ce sigle de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Je viens à cette taxe sur les super profits. Il y a un truc incroyable dans ce pays. Nous avons connu une crise sanitaire et j'espère qu'elle ne reprendra pas à l'automne ou à l'hiver prochain. Pendant cette crise, les grandes entreprises sont venues voir l'État et ont dit quand même, on souffre. Et donc il faudrait, parce que nous n'avons plus de travail, parce que nous sommes obligés d'interrompre l'activité, il faudrait du chômage partiel. Et puis il faudrait aussi des prêts garantis. Et puis il faudrait des accompagnements. Et donc l'État a mis, et nous avons approuvé le fait qu'on vienne en soutien aux salariés, a mis 240 milliards sur la table. Très bien. Cet argent-là n'est pas venu de manière magique. Cet argent, c'est l'argent auquel vous, toutes et tous, vous contribuez parce que vous consommez la TVA, parce que vous payez l'impôt sur le revenu, parce que vous êtes ponctionnés au fur et à mesure, comme tous les Françaises et Français, pour contribuer à la vie de notre nation et au service public. Ces mêmes entreprises qui, après avoir profité de cette manne financière, ont réalisé des bénéfices incroyables l'an passé, un record absolu. Le CAC 40, c'est 174 milliards d'euros de profit sur l'année. Je ne sais pas si quelqu'un se représente ce que ça veut dire, parce que peu d'entre vous ont eu dans leur poche ne serait-ce qu'un milliard. D'ailleurs, nous non plus, ici, on n'a jamais vu un milliard, même nous passer devant, ou alors de très loin. Mais, je vous donne un exemple. En fait, le gouvernement a dit on va faire des efforts là pour que votre pouvoir d'achat, ça augmente. Vous, les fonctionnaires, on va vous donner 3,5%. Bon, je passe sur le fait que ça n'est même pas le niveau de l'inflation, ce n'est pas le débat de maintenant. Mais 3,5%, ça coûte à l'État 7 milliards. 7 petits milliards comparés aux 174 milliards de profits que vient d'encaisser le CAC 40. Bon, mais il y a un moment où on n'est pas des méchants, on est plutôt même sympa. Mais on se dit qu'il y a un truc qui serait juste quand même dans ce pays, c'est de dire que quand des gens font les super profits, qu'ils le font en période de crise, qu'ils se servent comme jamais des dividendes records, des patrons du CAC 40 qui se sont doublés leur salaire pendant cette période de confinement, il serait logique à un moment que ceux qui ont le plus profité du système soient aussi ceux qui contribuent le plus à le réparer. Et donc c'est ce que nous voulons obtenir maintenant avec vous. Et donc cette taxe sur les super profits n'est pas une spoliation comme je l'entends. Elle est simplement une réparation, une contribution juste, normale, de celles et ceux qui polluent le plus, qui ont le plus profité du système productiviste, qui sont celles et ceux qui ont le plus profité du travail humain et qui ont à chaque fois capitalisé pendant que tous les autres étaient ceux qui, au contraire, devaient éponger les pertes. Alors maintenant, nous avons proposé, ça a été rappelé par Manuel à l'instant, tous nos groupes ont proposé au mois de juillet cette taxation. Et des initiatives ont été prises. Les Insoumis ont proposé une pétition. Nous, en l'occurrence, on a proposé d'organiser un RIP, un référendum d'initiative partagée. Alors chacun le sait ici, pour l'avoir essayé peut-être déjà sur ADP, c'est très compliqué. D'abord, il faut passer le barrage du Conseil constitutionnel. Ensuite, il faut réunir des parlementaires suffisamment nombreux pour pouvoir le déposer. Et puis après, il faut 4,7 millions de signatures pour obliger le gouvernement à réagir. Ce que je sais, c'est qu'il faut utiliser tous les moyens, la pétition, le RIP, le débat parlementaire sur le budget, faire en sorte que nous mettions la pression à chaque instant, que ce débat-là devienne obsédant pour le pouvoir, qu'il ne puisse plus franchir les portes de telle ou telle ville sans que quelqu'un vienne l'interpeller sur le fait de savoir s'il est juste ou non que les super profits soient taxés dans ce pays. Il faut que cette pression soit tellement
forte que nous puissions, nous, trouver une majorité à l'Assemblée. Le référendum, pourquoi pas, mais si on peut y arriver encore plus vite dans le cadre du budget, c'est encore mieux. Donc il faut mettre la pression par tous les moyens, par toutes les initiatives possibles et imaginables. Et faire en sorte de faire craquer cette majorité. Ça a été dit tout à l'heure par Manuel. Nous avons presque réussi dans l'hémicycle en juillet. Ça s'est joué à quelques voix près pour obtenir une première avancée. Moi, ce que je vois, c'est qu'il a suffi que, au cours de l'été, nous soyons toujours là pour dire « Eh, on n'a pas fini, hein. On va continuer à vous emmerder sur ce sujet-là. » Et donc, on va entamer une bataille d'opinion avec vous. Il a suffi qu'on le dise pour que le lendemain, la Première ministre d'abord dise « Écoutez, la porte n'est pas fermée. » Alors nous, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire une porte pas fermée. On voudrait qu'elle soit ouverte. Mais on voit bien qu'ils ont conscience du fait que quelque chose bouge dans le pays. À tel point qu'Emmanuel Macron en est venu à dire lui-même que maintenant, il souhaiterait une contribution européenne sur les super-profits. Tout à l'heure, Manon Aubry va nous rejoindre et elle vous dira en réalité quelle supercherie ça représente et que Macron cherche à gagner du temps et à ne rien faire, évidemment. Mais ça prouve au moins une chose, c'est que le message a déjà été reçu par eux. Ils ont compris que les Françaises et les Français, majoritairement, étaient acquis à notre cause. Alors maintenant, il ne faut pas lâcher. Il faut se battre. Il faut se battre de manière unitaire, faire en sorte que tout le monde comprenne que la gauche, elle est debout, qu'elle est là et qu'elle va maintenant exiger, qu'elle ne va pas être simplement là pour témoigner, simplement être là pour oui-oui-né ou pour je ne sais pas quoi. On n'est pas des pleureuses, on va se battre jusqu'à la victoire. Cette victoire, elle est possible, je le crois ardemment. Et donc, ce message, on est venu vous l'adresser ensemble. Aidez-nous maintenant. Et si on y arrive, vous verrez la fête de l'UMA l'an prochain. Et on ne viendra pas en jet, mais on pourra au moins dire une chose, c'est qu'on les a fait plier ensemble. Voilà, merci. Merci Olivier. Alors peut-être je donne la parole à Sophie, donc coordinatrice nationale de Génération, qui siège au sein du groupe écologiste NUP à l'Assemblée nationale. Et je crois que Sophie, tu voulais nous parler plus généralement de la fiscalité des entreprises, c'est ça ? C'est vrai, mais avant, je voulais quand même raconter aussi ma petite histoire de la fête de l'UMA. Parce que tout le monde le fait. Vas-y. Alors, moi, je voulais dire que Génération, on tient notre petit stand à la fête de l'UMA depuis qu'on est né. Ça fait 5 ans, le M17-17 avec Benoît Hamon, et puis la constitution de Génération. Et on est très content d'être là tous les ans pour rencontrer les uns les autres. On trouvait quand même qu'il y en avait qui manquaient. C'était dommage pour cette belle fête. Alors l'année dernière, on avait proposé à nos copains de ELV de faire stand avec nous. On leur a fait une petite place dans notre stand. Cette année, je suis ravie de voir qu'ils ont un stand aussi. Alors la LFI qui est là, ELV qui a son stand, ce moment avec Olivier et vous tous et toutes, finalement, nous qui avons toujours cherché à faire passer ce message unitaire, on est aussi extrêmement heureuse d'être là et de pouvoir participer à tous ces débats et à celui-ci en particulier. Donc moi, effectivement, je suis vice-présidente du groupe Écolo et coordinatrice de Génération. Et cette question de la taxation des entreprises, elle se pose à nous depuis déjà quand même pas mal de temps. Là, cette proposition de taxer les super-profits, on l'avait fait avant dans la législature précédente, les uns et les autres d'ailleurs, au moment des assurances et du Covid, et aussi au moment, à tous les moments en fait, de dire mais qu'est-ce qu'on fait avec la taxation de nos entreprises ? Et il faut qu'on mène cette bataille tous et toutes ensemble. Il faut qu'on la gagne. Et je disais, ce que disait Olivier est extrêmement juste. Là, on leur met la pression et ils reculent. Ils ont le pied en arrière. Parce qu'ils voient bien que leur position, elle est intenable. Avec tous les autres pays qui sont en train de bouger, là, ils essayent de nous la jouer. Non, mais c'est comme ils l'ont fait d'ailleurs pour les GAFAM, etc. à chaque fois. Non, mais attendez, on est d'accord, hein, mais alors, il faut d'abord le faire en Europe. Non, on ne va pas les laisser nous enfumer comme ça. Il y a des pays déjà qui le font chez eux, tout de suite, maintenant. Et c'est urgent parce qu'on va nous ressortir que les taux d'emprunt montent, que donc il faut baisser les budgets de l'État, etc., etc. Nous, on veut que cet argent il vienne tout de suite dans les caisses de l'État, dès le budget 2023, pour sauver nos services publics. C'est absolument indispensable. Et donc, on va tous se battre pour ce sujet des super-profits, parce que c'est indécent. C'est indécent qu'aujourd'hui, il y ait des entreprises qui aient des taux énormes et qui distribuent des dividendes énormes à leurs actionnaires,
Alors qu'il y en a d'autres qui se demandent comment ils vont faire pour continuer à produire avec l'augmentation des prix de l'électricité. Vous avez certainement lu qu'il y a des petites entreprises qui sont en train de renégocier leurs contrats et qui voient le coût de leur électricité augmenter, être multiplié par 2, par 3, et qui se demandent comment ils vont faire. La boulangerie d'à côté, ça se trouve d'à côté de chez vous, ou je ne sais quelle autre petite boîte. Donc c'est insupportable et il faut aujourd'hui que la justice fiscale dont on parle tant pour les ménages, on parle souvent de l'ISF, etc., elle soit aussi réelle pour les entreprises. Et qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une chute monumentale depuis une dizaine d'années, depuis 2013 sur la courbe, de la participation des entreprises au budget de l'État et une augmentation en flèche des ménages. On paye de plus en plus, les gens, on paye de plus en plus. Et les entreprises paient de moins en moins. Et en même temps, on les aide de plus en plus. Les entreprises, tout confondu, on est passé de 65 milliards d'euros en 2006 à 140 milliards d'euros avant la crise, chaque année du budget de l'État. Et on aide tout le monde comme ça, n'importe comment. N'importe comment. On envoie les sous et on arrose le sable avec de l'argent public. Vous êtes tous et toutes, je suis sûre, proches ou membres d'une association qui, pour justifier chaque euro de subvention, doit remplir des tas de tableaux à la direction régionale de ci ou à la direction régionale de ça. Chaque argent public doit être contrôlé. Pour les associations, c'est tatillon. Mais pour les entreprises, c'est rien. C'est nul. On leur demande à peine un dossier des fois, et on leur baisse, et on leur supprime les impôts de production, et on leur donne le crédit d'impôt recherche, et on les aide pour ci, et on les aide pour ça, à tel point d'ailleurs qu'il y a 2000 aides aujourd'hui dans notre pays aux entreprises qui sont jamais évaluées, et comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est les plus grandes qui captent les aides, parce qu'elles ont les moyens, elles ont les services techniques, juridiques, logistiques pour aller chercher ces sous-là. Vous imaginez ce qu'on ferait dans le budget de l'État avec 140 milliards d'euros? On pourrait en aider des entreprises à faire la bifurcation écologique, à transformer... Salut Manon. À transformer leur chaîne de production pour pouvoir être vertueux au niveau écolo, à augmenter les salaires. On pourrait les aider. On pourrait aussi, bien sûr, faire en sorte que les services publics soient financés correctement. Donc aujourd'hui, on commence par ces super profits, mais on n'arrête pas tout le reste. Parce que ces super profits, l'important, et ce qu'on est en train de faire, et dans la proposition du Parti socialiste, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas seulement sur les boîtes qui font de l'énergie, et qui, c'est vrai, aujourd'hui, ce sont celles qui super profitent le mieux. Mais il y a aussi le transport maritime, et il y en a d'autres. On est sur une proposition très large, pour que finalement, on rentre dans la tête de chacune et chacun que quand on commence à amasser comme ça et à distribuer comme ça aux actionnaires sans investir, eh ben non. Il faut participer aux besoins, à remplir les besoins de la collectivité. Parce que les entreprises, elles utilisent aussi les routes. Parce que les entreprises, elles utilisent aussi les rails. Parce que les entreprises, elles utilisent aussi par leurs salariés l'école. Parce que les entreprises, elles ont besoin d'hôpitaux. Parce que les entreprises, tout ça, donc elles doivent participer. Alors évidemment, elles doivent participer plus quand elles surprofitent, mais elles doivent participer équitablement en temps normal. Et ça, je voudrais finir par ça. On est tous réunis sur les super profits. On est la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Donc on fait des propositions punch et on se bat et on fait des campagnes, etc., etc. Mais on doit aussi penser à quand on va prendre le pouvoir, parce qu'on va le prendre. Et quand on va prendre le pouvoir, il va falloir rééquilibrer tout ça, en étant attentif aux petites boîtes, en étant attentif à tous les salariés, en étant attentif à la justice fiscale entre les entreprises, entre les ménages et entre les entreprises et les ménages. Et ça, c'est un travail de longue haleine, parce que la NUPES, c'est pas juste un coup électoral, c'est aussi une alliance et un travail de longue haleine qu'on va mener, j'espère, évidemment à l'Assemblée, on est tous réunis régulièrement, mais aussi sur le terrain, dans toutes les villes de France. Et les villages, bien sûr. Merci Sophie. Alors maintenant, la parole est à Elsa Faucillon, députée communiste des Hauts-de-Seine, et on remercie Manon d'être venue. On lui donnera la parole après. À toi, Elsa. Bonjour à toutes et tous. J'aurais 1000 histoires à raconter sur la fête de l'UMA, puisque j'y viens depuis bébé. Donc je crois que je les ai à peu près toutes faites. Si, je crois que je les ai toutes faites. Tata Elsa, raconte-nous une histoire. Non, mais depuis que je suis née, en tout cas, je crois que je les ai toutes faites. Je dis pas qu'à 5 ou 6 ans, j'attendais ce moment, mais en tout cas, dans ma vie politique, à partir, on va dire, de 20, 25 ans,
J'ai attendu que ce moment de nous voir unis, de nous voir ensemble sur un projet de rupture, un projet bien campé à gauche, eh bien, j'avais hâte que ça se réalise. Donc je suis vraiment très très heureuse d'être là avec vous toutes et toutes aujourd'hui et de commencer ce premier débat des 3 jours au stand de la France Insoumise. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça, c'était la première chose. Elle est importante pour moi. La deuxième, puisqu'on parle des super profits, de la taxation des super profits, évidemment, c'est à mettre en relation avec ce que vivent les gens dans ce pays. Vous êtes ici certainement beaucoup à être des militantes et des militants sur le terrain. Et nous, élus également, on constate en cette rentrée, après un été ravagé par les tempêtes, par la sécheresse, on constate partout combien des gens plongent dans la grande pauvreté, combien les galères s'accumulent, combien pour nous, en tant qu'élus, il devient de plus en plus difficile de venir très concrètement en aide aux gens. Il y a des pans entiers de la vie des gens qui est en lambeaux en cette rentrée, et on a conscience, chacun et chacune, à quel point les choix politiques de ces dernières années en sont responsables. Et donc, quand on voit le refus à chaque matinale ou chaque émission de télé où sont interrogés les responsables du gouvernement sur la taxation des super-profits, nous expliquer comme Elisabeth Borne qu'on ne sait pas trop bien comment on ferait pour calculer les super-profits, ou comme Gabriel Attal, eh bien, que ça ne changerait pas beaucoup la vie des gens, ça nous crée, je crois, à nous toutes et tous, en tout cas à moi, une petite boule de rage au ventre. Moi, je vous propose qu'on se serve de celle-là dans la bataille qu'on va entamer. Elle ne suffira pas. On va avoir un travail d'élaboration, évidemment, politique. Mais c'est sûr que quand je vois dans ma circo eh bien, des lycéens qui gardent à manger à la cantine pour les copains qui ne peuvent pas se la payer, pendant qu'en 2021, il y a 174 milliards de bénéfices pour les entreprises du CAC 40, quand j'entends que le nombre d'enfants sans abri a doublé en un an, et que j'entends que les patrons du CAC 40 se sont doublés leur salaire, quand je vois à quel point c'est la galère pour les gens, pas pour être à 19 degrés dans leur appart, pour espérer avoir 15 degrés dans leur appart, et c'est une réalité dans les circonscriptions où nous sommes, et que je vois que les concessionnaires d'autoroutes font 30% de marge. Cette rage, je vous propose qu'on s'en serve contre l'indécence de ces inégalités et contre l'indécence du gouvernement. C'est ce qu'on a à faire en cette rentrée, et je crois qu'il faut que ce soit chevillé au cœur et au corps, et qu'on utilise toute notre force commune pour y arriver. Je pense qu'on peut y arriver. Vraiment, j'y crois. Je pense que l'idée est majoritaire dans ce pays, l'idée qu'il faut taxer les super-profits. D'ailleurs, on voit en cette rentrée, et c'est un atout, le fait que se soit posé cette question partout. Est-ce que vous allez les taxer, les super-profits? Les hésitations de Borne qui vient expliquer « je ne ferme pas complètement la porte ». Ça veut dire qu'il faut l'ouvrir, qu'il faut la refermer, on ne sait pas très bien. Ils ne sont pas bien avec cette histoire. En revanche, et on le sait, ce n'est pas parce que ce sujet est majoritaire dans le pays que les 4,7 millions de signataires du RIP sont gagnés d'avance. Nous avons un gros travail politique à fournir. Un très gros travail politique. Alors nous, les députés de la NUPS, on se réunit toutes les semaines, on fait du travail, on sera les 22-29 septembre dans la rue, on sera à la marche en octobre, on sera dans nos circonscriptions et dans tous les mouvements sociaux qui vont avoir lieu. C'est essentiel, on va faire ce travail ensemble. Mais moi, je crois qu'on a un autre atout pour le faire, c'est vous toutes et tous, les militants et les militants de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui, au local, doivent faire de la NUPS pas simplement un accord électoral, mais doivent en faire une construction, un fait politique. C'est ça qu'on a à faire aujourd'hui. Et je pense que toutes celles et ceux, même s'ils n'étaient pas encore assez nombreux, qui ont cru en nous lors de la campagne présidentielle et prioritairement pour Jean-Luc Mélenchon, mais pour ensuite la campagne de la NUPS aux législatives, il ne faut pas croire qu'instinctivement, immédiatement, ils vont revenir vers nous, être dans les manifestations. Nous avons un travail de mobilisation. Et je pense qu'ils peuvent se retrouver avec nous sur bien des batailles, à condition que nous allons à leur rencontre, que nous soyons là pour toutes les galères dont je viens de parler en cette rentrée, que nous soyons à leur côté quand
il faut aller devant les bahuts parce que il n'y a pas assez de profs, quand il faut aller devant l'hôpital parce que la pénurie de soignants continue, parce que les politiques néolibérales ont fait fuir les soignants, quand il faudra aller devant tous ces lieux de déliquescence des services publics où nous ont conduit les politiques néolibérales depuis ces 30 dernières années. Oui, il faudra être à leur côté et évidemment poser cette question de la taxation des super-profits. J'ai entendu des réactions aussi venant quelque part plus en proximité de nous sur la question de la taxation des super-profits. Des gens expliquant que ce serait insuffisant. Alors dans cela, il y en a deux. Il y a, je dirais, deux genres. Il y a ceux qui expliquent que c'est insuffisant et qu'il ne faudrait pas le faire. Je vous propose que ceux-là, pour le moment, on ne s'en occupe pas trop. Et il y a ceux qui disent c'est insuffisant parce qu'il va falloir faire d'autres choses. Oui, évidemment. Déjà, par exemple, on pourrait commencer simplement par faire en sorte que les entreprises payent tous leurs impôts en France. On parle de Total Energy qui n'a pas payé ses impôts l'année dernière. Oui, il faut le faire. Et d'ailleurs, on le fait. Et on l'a fait lors du précédent mandat. On va continuer à le faire. Oui, on va poser la question de la répartition de la charge entre salaire et profit. Vous vous doutez que pour la communiste que je suis, c'est un combat prioritaire et je suis sûre que c'est un combat également prioritaire pour les députés que nous sommes. Oui, la question de la progressivité de l'impôt pour les sociétés, nous voulons aussi la poser. Eh bien moi, je crois que ce RIP et cette pétition sur la taxation des super-profits est un merveilleux outil pour poser ces questions en grand dans la société. Alors faisons-le ensemble, au local, au national, et vous nous trouverez ensemble avec vous. Merci. Merci Elsa. Alors je me tourne vers Manon, que vous connaissez sans doute tous, Manon Aubry, députée européenne. Manon, il y a juste un truc que j'ai pas compris, c'est que j'ai entendu le président de la République en début de semaine. En fait, on a déjà gagné, non? Parce qu'il a dit que ça y est, c'est fait, non? Tu parles de Emmanuel Macron couramment? Ou non. Non? Alors on va essayer de le déchiffrer. D'abord, on a quand même assisté depuis plusieurs jours à une espèce de ping-pong gouvernemental. On a quand même un Bruno Le Maire qui nous dit que les super-profits ne savaient pas ce que c'était. Alors moi, je propose de lui expliquer assez simplement. Chacun d'entre nous, ici, on est disponible, pas de problème. Hein, on peut aller voir et puis regarder un petit peu le plus 34% de bénéfices des entreprises du CAC 40, se dire que peut-être ça, c'est des profits un peu supérieurs à ce qu'on a connu d'habitude. Que quand Total fait plus de 100%, bon, il n'y a pas besoin d'avoir 20 sur 20 en maths au bac pour comprendre. Mais bizarrement, ça ne s'est pas traduit partout, quoi. Qui ici a vu son salaire augmenter de 34% dans la salle? Levez la main. Bon, mauvaise nouvelle, ou je ne sais pas si c'est une mauvaise ou une bonne nouvelle, nous n'avons pas d'actionnaires du CAC 40 dans cette salle, parce que eux, leurs dividendes ont augmenté de 32%. Donc, on voit bien que c'est le premier enjeu, en fait. Parce que, d'abord, le gouvernement a mené la bataille pour dire il n'y a pas de super profit. Et donc, s'il n'y a pas de super profit, il n'y a pas de taxe. Pas de taxe, pas de super profit, pas de super profit, pas de taxe. C'est simple. La bonne nouvelle, et ça, je pense que c'est déjà grâce à la campagne que nous avons menée depuis un certain nombre de mois, au travail qui a été fait à l'Assemblée nationale, nous pouvons dire que collectivement, nous avons gagné cette première bataille culturelle parce qu'ils sont obligés de reconnaître qu'il y a un problème, obligés de reconnaître qu'il y a des entreprises qui font des profits exceptionnels, obligés de reconnaître que ce n'est pas normal et obligés de reconnaître que c'est indécent quand il y a des centaines de milliers de gens qui galèrent dans notre pays. Alors Manu, est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'Emmanuel Macron s'est réveillé un matin et s'est dit c'est vrai que ces gauchistes, finalement, ils n'avaient pas complètement tort. La taxation des super-profits, c'est pas si mauvaise idée que ça. En fait, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est deux choses. D'abord, il s'est dit, bon, vous savez, il avait parlé de Gaulois réfractaires. Et en fait, il s'est retrouvé lui-même dans la position du Gaulois réfractaire parce que tous nos petits voisins, ils sont en train de s'y mettre. La preuve qu'au passage, on n'est peut-être pas obligé d'attendre que l'Union européenne le fasse. Si l'Espagne, si l'Italie, si la Hongrie, si la Roumanie, si les Pays-Bas, si l'Allemagne, bon bref, je vous fais pas la liste complète, il y en a 8. Si ces 8 États européens l'ont fait, c'est que peut-être, bon, finalement, il n'y a pas besoin d'attendre que 27 États se mettent d'accord. L'Union européenne, c'est formidable, mais parfois, on peut agir en éclaireur. Et quand l'Italie, quand même, l'Italie
a prévu de récolter 11 milliards d'euros. 11 milliards d'euros. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire? En France, il y a un rapport d'Oxfam qui est sorti aujourd'hui qui estime qu'au bas mot, nous pourrions récupérer 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, vous savez ce que ça financerait? Une allocation d'autonomie au niveau du seuil de pauvreté pour chaque jeune dans notre pays. Si on taxait les super profits, les amis, il n'y a plus un jeune dans notre pays pendant une année qui vivrait en dessous du seuil de pauvreté. Alors, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron et contrairement à ce que dit Gabriel Attal, le ministre du Budget, qui a dit « taxer les super profits ne changera rien à la situation des Français ». Eh bien si, taxer les super profits en plus de rétablir de la justice fiscale et donc du consentement à l'impôt dans notre pays, voilà à quoi ça peut servir cet argent, aider les jeunes ou baisser et bloquer les prix comme nous le demandons depuis un certain nombre de mois. Alors, et donc, Emmanuel Macron, est-ce qu'il a véritablement proposé ça? En fait, il s'est dit, je vais quand même pas perdre en race campagne. Donc, il a ouvert son petit dico des synonymes. Et puis, il est allé à taxe. Et là, au mot taxe, il a trouvé comme synonyme contribution obligatoire. Il s'est dit, ça sonne savant. Allez, je prends contribution obligatoire. Et puis ensuite, il est allé à la page super profit. Et dans la page super profit, il a vu bénéfices indus. Et là, il s'est dit, ah ouais, contribution obligatoire sur les bénéfices indus. Comme ça, je vais leur faire croire que je fais une taxe sur les super profits sans la faire, et puis personne ne va aller regarder dans le détail. Comme ça, j'ai mis tout le monde d'accord. Mes amis les multinationales, elles poseront pas de problème. Et en revanche, je fais croire à tout le monde que je vais faire ça. Parce qu'en réalité, quand on regarde dans le détail, alors je vous passe les détails du papier de la Commission européenne qui a été présenté cette semaine et qui en réalité, même pour la France, fait grincer des dents. Mais c'est ça que va reprendre Emmanuel Macron en faisant croire que c'est son idée brillante, alors qu'en réalité, c'est ni plus ni moins calqué sur le dispositif allemand. C'est en fait, alors je vous ressors le terme exact, c'est un plafond de revenus. Donc en fait, ils vont fixer un revenu maximum pour les entreprises énergéticiennes. Donc premier bémol, c'est limité aux entreprises énergéticiennes. Deuxième bémol, tout dépend du niveau du plafond. Et ce plafond, il est très élevé. Ce plafond, il va être fixé a priori à 200 € le mégawattheure. Ça ne vous parle pas, mais pour vous donner une idée, le coût de production estimé du mégawattheure, c'est entre 15 et 100 €. Je vous laisse faire le calcul. Le différentiel est encore relativement important pour nos amis les entreprises énergéticiennes. Et puis surtout, on ne parle pas de LVMH, on ne parle pas de BNP Paribas, du Crédit Agricole, on ne parle pas de toutes ces autres entreprises du CAC 40 qui en ont profité pour augmenter artificiellement le prix de leur vente en disant « mais vous savez, il y a une crise de l'énergie, les prix augmentent » et pouf, tout le monde a augmenté ses bénéfices. Parce que c'est une erreur de croire que seules les entreprises énergéticiennes ont fait des super profits. Aujourd'hui, c'est la tendance globale de l'ensemble des entreprises du CAC 40. C'est pourquoi nous demandons, à la fois dans le cadre de la campagne sur les super profits, Manu en a sûrement parlé, mais on a sûrement, je suis sûre, ici dans cette salle, qui n'ont pas encore signé, du référendum d'initiative partagée qui est en train d'être préparé par le Parti socialiste. Collectivement et dans les amendements qui seront portés à l'Assemblée nationale, nous demanderons que cette taxe sur les super profits s'applique à l'ensemble des grandes entreprises multinationales qui ont fait un surplus de bénéfices ces dernières années. Et on ne leur demande pas tant que ça, on leur demande un pourcentage sur les bénéfices supplémentaires qu'elles ont faits et non pas sur l'ensemble de leurs bénéfices. Parce que je crois que je ne sais plus si c'est Sophie ou Elsa, mais bon, avec la NUP, on est presque interchangeables. L'une de vous deux a parlé du lien et du nécessaire combat avec la lutte contre l'évasion fiscale. Parce que c'est aussi ça tout l'enjeu. Si l'on prend juste sur les bénéfices déclarés par Total, ça a été dit, Total n'a pas payé 1 € d'impôt ces 2 dernières années. Donc l'enjeu, c'est comment on le lie à une lutte efficace contre l'évasion fiscale. Et pour cela, par exemple, un seul outil. Est-ce que, je fais cet exercice souvent, mais il est assez parlant. Qui peut me citer des paradis fiscaux que vous connaissez? N'importe lequel, allez-y. Luxembourg, j'ai entendu. L'Irlande. Les îles Caïmans. L'île de Man, j'ai entendu. Jersey, le copain Guernesey, vous pouvez aller ensemble. Vous voyez, Panama, Bahamas, Bermudes. C'est quoi le point commun de tous ces pays?
eh ben, il n'y en a aucun d'entre eux, zéro, qui se trouve sur la liste de paradis fiscaux, ni de la France, ni de l'Union européenne. Eh bien, là aussi, voilà une question sur laquelle nous pourrions agir en éclaireur. C'est un article dans le Code général des impôts, et nous pourrions faire en sorte de coupler cette taxe sur les superprofits à une véritable lutte contre l'évasion fiscale, à la fois en ayant une liste de paradis fiscaux qui soit crédible et en agissant à la racine avec ce que nous on a appelé l'impôt universel, qui revient à une forme de taxation à la source. Nos amis communistes parlent de taxation à la source pour faire en sorte que Total et les autres entreprises multinationales, non seulement elles payent sur les superprofits, mais en plus on évite leurs petits dispositifs qui font qu'elles délocalisent artificiellement leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Et pour finir, je voudrais dire à Emmanuel Macron que, vous savez, il nous a dit c'est la fin de l'abondance. Mais il n'est pas à la fête de l'humain, ah mince. Mais il y a des ministres qui sont là. Donc peut-être qu'on pourra leur faire passer le message. Il nous avait dit que c'était la fin de l'abondance. Bon, chacun d'entre nous, on s'est regardé, on s'est dit, bon, c'était l'abondance de pauvres, l'abondance de galères, mais c'était pas vraiment la véritable abondance. Mais c'est vrai qu'il y avait une abondance de profit. Peut-être qu'il a commencé à le remarquer. Nous, ça fait près de 2 ans qu'on a commencé à parler de taxation sur les superprofits. À l'époque, on parlait de taxation des profiteurs de crise. J'ai vérifié le premier amendement qu'on a déposé au Parlement européen, c'était il y a 2 ans. Et il avait récolté, Manu s'en souvient peut-être, il avait récolté la modique somme de 48 voix au Parlement européen. C'est la taille de notre groupe. Mais depuis, eh bien, la bataille culturelle est en train d'être gagnée. Et vous connaissez cette phrase qui est connue, qui dit « Souvent, une vérité, une idée, elle est d'abord méprisée. » Ça a été le cas, on va se dire les choses il y a 2 ans. Et puis ensuite, elle est âprement combattue. C'est vrai que ça a été le cas ces derniers mois. La taxation sur les superprofits, elle est âprement combattue. Eh bien, en réalité, la dernière étape, c'est que ça s'impose comme une évidence. Et je crois que notre combat a fait de cette taxation sur les superprofits qu'elle s'impose comme une évidence. Et grâce à votre mobilisation, eh bien, c'est vraiment le sujet sur lequel on pourra faire plier le gouvernement dans les prochains mois. Merci Manon. Alors peut-être maintenant qu'on a tous dit la manière avec laquelle on voyait les choses et les tâches, la campagne à mener, peut-être s'il y a des questions, des interventions courtes des camarades de la salle pour que tout le monde puisse prendre la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire passer le micro? Merci, c'est gentil. Le camarade qui va venir. Voilà. Vas-y. On va prendre, parce que tout le monde a d'autres débats après, on va prendre 3-4 interventions et puis après on laissera chacun répondre en commençant par Elsa parce que c'est la première qui doit partir. Vas-y. Alors, je vais essayer de faire vite. À propos des problèmes d'énergie. Vous m'entendez? Parle bien sur le micro. Ouais. À propos des problèmes d'énergie, je voudrais soulever un problème. J'ai saisi le médiateur je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, moi, mon fournisseur, c'est Engie. Engie, quand un contrat vient à fin, j'avais un contrat bloqué jusqu'à 3 ans. En fait, contrairement à ce que dit le gouvernement qui dit que ça augmentera pas de plus de 4%, a doublé le prix du kilowattheure. Et ça, je demande à chacun de vérifier vos factures parce que c'est fait très discrètement. Et en fait, je pense que Engie aussi a reçu comment ça s'appelle, l'argent du gouvernement. Voilà. Alors faites bien attention à vos factures et je pense que la NUPES, vous pouvez intervenir là-dessus. Ok, merci. Est-ce qu'on a d'autres interventions? N'hésitez pas. Sinon, c'est qu'on a été super clair. Là-bas. Vas-y, en face. Ouais, comme tu veux, hein, choisis. Bonjour à tous et tous. Je suis étudiant à Nanterre, en université.
et les conditions dans lesquelles j'étais accueilli dans l'amphi, rempli déjà à ras-bord avec des gens qui s'assoient sur les escaliers, derrière, sur ma rentrée de licence première année, était déplorable. Et je me demande comment agir là-dessus, en sachant que les locaux sont vieux. Je ne parle pas de la fac de Nanterre, mais je parle évidemment toutes les facs en France. Donc s'il y a quelqu'un qui pouvait me répondre, et peut-être proposer une loi là-dessus aussi. Merci. Merci. Alors, je vois que la taxe sur les super profits, elle est liée à plein d'autres sujets. Donc, mais n'hésitez pas s'il y a d'autres interventions. Sinon, on a plein de choses à rajouter. Vas-y, là-bas. Bonjour à tous. Je veux juste savoir si vous avez une grosse maison en préparation pour la formation des cadres et des militants. Et NUPS, bien sûr, hein, pas juste FI ou PS. Voilà, merci. J'ai pas tout à fait entendu la question. Est-ce que tu peux la... Hop. Je voulais dire est-ce qu'il y avait un projet secret de grosse maison pour former les cadres et les militants de la France Insoumise? Ah, d'accord. Sur la formation France Insoumise, NUP. D'accord. Très bien, merci. Bon, je vois pas d'autres mains qui se lèvent. Si, là-bas derrière. Et puis après, on pourra répondre. Au moins, Elsa, tu seras... Mis à part la question des sous, effectivement, et quand beaucoup de gens vivent pas bien parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour survivre, j'aimerais bien qu'on se questionne aussi sur le fait de vivre mieux avec un projet meilleur. C'est pas tant une question d'argent, c'est une question de niveau de vie, de façon de vivre ensemble. Ça marche. Merci beaucoup. Je vois pas d'autres mains se lever. Alors, on va... Elsa, à toi. Pour répondre peut-être à la dernière question, je le disais déjà un petit peu dans mon intervention, mais la taxation des super profits, elle pose pour nous, et je propose que cette campagne nous serve évidemment à dire d'autres choses. Parce que, comme quand on aborde, par exemple, la question de l'optimisation fiscale ou de l'évasion fiscale, on a toujours dit que cette recherche de nouvelles recettes dans les caisses de l'État, c'était pas pour faire la même chose que celles et ceux qui sont au pouvoir ces dernières années, c'est-à-dire la destruction des services publics et de bien d'autres choses. Donc il faut pouvoir lui donner une visée par exemple sur ce qu'on veut faire de la question du travail, de la question des services publics, de la question de l'éducation. Manon, elle évoquait la question de l'allocation d'autonomie. Toi, tu évoques la question à Nanterre, qui est une université que je connais bien. Je me suis battue avec les députés qui étaient présents dans le précédent mandat contre Parcoursup, et aussi quand il y a eu la loi, la LPPR sur l'enseignement et la recherche, le programme pluriannuel de financement de la recherche. Nous avons dit que nous refusions de manière tranchante la question de la sélection aujourd'hui. Nous sommes entrés dans une grande ère de la sélection dans l'éducation aujourd'hui, alors que nous devrions être dans l'ère de la très grande démocratisation des connaissances et de l'accès à l'éducation. Donc évidemment, ça, c'est des questions qui sont à la fois présentes sous forme de revendications ou de propositions dans les 650 propositions portées par la nouvelle Union populaire et écologiste. Mais je crois que même dans le récit émancipateur que nous tentons de porter ensemble à plusieurs voix, ce sont des questions que nous ne résumons pas à une proposition qui est la taxation des superprofits, même si elle permet, je crois, à la fois une entrée très offensive en cette rentrée et depuis quelques mois sur la question, et que je pense qu'elle peut résonner très fortement dans le pays, et qu'en même temps, elle permet de dérouler très largement un projet de société. Merci. Alors, Elsa, elle doit nous laisser parce qu'elle a un autre débat. On la remercie beaucoup d'avoir participé à ce débat avec nous. Fais attention, il y a de la pluie. Hein, mais... je ne sais pas, peut-être Sophie, Olivier, allez-y. Sophie, à toi. Mais juste quelques mots pour conclure. Enfin, on ne va pas conclure parce qu'en fait, on continue cette bataille qui a pris une autre dimension ces derniers temps. Cette bataille, finalement, c'est la longue bataille de qui paye quoi et comment se répartissent les fruits du travail entre les détenteurs du capital et ceux qui bossent et ceux qui produisent. Et là, on est à un moment, je crois, de point de bascule. On n'a jamais cessé, les uns et les autres, de faire des tas de propositions dans tous les sens pour faire en sorte que les choses se répartissent différemment. Mais ces dernières années, je crois qu'on était quand même très en recul. Aujourd'hui, on a la sécurité sociale qui est payée à seulement 36% par les entreprises.
c'est les ménages qui payent. En fait, c'est nous qui payons, alors que c'était censé être cofinancé. On est aujourd'hui une situation où les services publics sont financés de plus en plus par nous-mêmes et plus par les entreprises. Aujourd'hui, notre projet de société, c'est de retravailler à la justice, que chacun doit contribuer pour édifier ensemble une société où il fait bon vivre. Et ça veut dire 2 choses. Ça veut dire l'égalité par les services publics. Et aujourd'hui, la taxe sur les super profits, la taxe sur les super riches aussi, elle servira à refonder nos services publics et à faire en sorte que Emmanuel Macron, il parlait de fin de la sérénité, hein, de l'insouciance, mais l'insouciance, elle est permise quand on sait qu'on a la sécurité sociale. Là, qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi une bataille qui se prépare. Pas une bataille offensive, une bataille défensive, mais sur l'assurance chômage. Aujourd'hui, ils nous refusent la taxe sur les super profits, où ils trouvent des moyens de nous enfumer avec l'histoire européenne qui, Manon l'a très bien expliqué, reporte au calende grec et est trop limitée. Et ils veulent faire payer aux chômeurs. Ils veulent supprimer des allocations aux gens. Ils veulent encore plus mettre des personnes qui n'ont pas de travail sans indemnité, en disant « Oh mais tout va bien, comme on est en période positive, il faut que les gens mettent du leur ». Mais c'est quoi cette blague? Donc cette question des super profits, elle nous permettra aussi de dire « Mais là, vous allez faire des économies sur les chômeurs, à nouveau, une nouvelle fois, et vous refusez de taxer celles et ceux qui s'en mettent plein les poches avec les dividendes qu'ils distribuent, parce que encore, on pourrait se dire, ces entreprises, elles investissent pour la transition écolo, elles font ci, elles font ça, mais pas du tout. Le taux d'investissement dans notre pays, il est au point mort. Au point mort. Donc, cette question de la taxe sur les super profits, elle pose effectivement notre projet de société qui est un projet de justice fiscale pour créer les conditions de financer la justice sociale et la protection de tous et toutes. Et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. On aura cette bataille offensive, mais on sera là aussi en défense des salariés et des travailleurs et travailleuses et des chômeurs et chômeuses. Bon. Je vais d'abord vous remercier pour cet échange. Je vais devoir partir aussi dans un autre stand. Mais vous dire d'abord qu'en fait, il y a un slogan qui nous a tous réunis, qui est l'idée qu'un autre monde est possible. On n'est pas jaloux. Il y a des gens qui pensent qu'on est jaloux, qui pensent qu'on voudrait être riche à la place des riches. Mais on n'est pas tous, comme Emmanuel Macron, à rêver de devenir milliardaire. Moi, je ne rêve pas de devenir milliardaire. Et même, je ne crois même pas à la capacité du politique à produire à lui tout seul du bonheur. Je crois en revanche que nous avons une mission, c'est de supprimer les causes du malheur pour celles et ceux qui, malheureusement, n'ont que nous pour s'en sortir. Et donc, ce débat qu'on a introduit sur les super profits n'est pas le seul que nous devons mener. Simplement, nous savons aussi que nous sommes limités parce que nous n'avons pas gagné l'élection législative et qu'il va falloir trouver des angles, des points par lesquels on va pouvoir rentrer et au fur et à mesure arriver à gagner une bataille culturelle dans ce pays pour revenir sur les droites qui, elles, ont fait beaucoup de chemin depuis longtemps. Elles ont réussi à introduire cette idée que c'est finalement le collatéral, c'est le voisin de palier qui est le problème. Alors que nous savons très bien que cette logique du bouc émissaire ne mène nulle part. Ce n'est pas celui qui touche le RSA votre problème, c'est celui qui capture l'ensemble des profits et qui ne les partage pas, qui lui est le problème. Ce n'est pas celui qui n'a absolument pas les moyens de polluer qui est le problème pour le réchauffement climatique, mais c'est celui qui continue à avoir une vie, une consommation qui l'amène à être de celles et ceux qui ruinent la planète. C'est ça qu'il faut arriver à inscrire dans les prochaines années avec nos concitoyens. Leur dire que ce combat-là, c'est leur combat aussi. Ça n'est pas simple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont intériorisé leurs conditions, qui pensent, je me souviens avoir, dans des campagnes électorales, expliqué aux gens, à l'époque, on en parle toujours, mais je disais, il faut rétablir l'impôt sur la fortune. Les gens me disaient, mais enfin, vous êtes fous, les patrons, ils vont partir, ils vont s'envoler, ils vont en fait partir avec le boulot, et nous, on va être au chômage, et donc, en fait, vous, les socialistes, les communistes, les gauchistes, de manière générale, vous êtes dingues, vous voulez en fait nous priver de nos employeurs. Alors je leur disais, attention, parce que moi je ne connais pas, je sais bien que
régulièrement, on nous dit, les patrons français nous disent « Ah, si vous ne nous rémunérez pas suffisamment, on va partir ailleurs ». Mais en réalité, qui les veut ailleurs? Parce qu'en réalité, nous avons les patrons aujourd'hui les mieux payés d'Europe et même parfois du monde. Et personne ne se dispute nos patrons. Et des tas de gens qui sont prêts à venir, qui ont des diplômes, qui ont une intelligence, qui sont capables de faire tourner une entreprise et qui sont prêts à travailler pour moins. Parce que la réalité d'une entreprise, c'est que ce n'est pas un seul homme ou une seule femme, souvent un seul homme. C'est d'abord un collectif humain de gens qui se lèvent le matin et qui apportent leur inventivité, leur force de travail, qui apportent tout ce qu'ils sont et qui contribuent à la richesse. Et c'est cela que nous devons rappeler tous les jours de notre vie. Nous devons rappeler que nous voulons partager la valeur, faire en sorte que tout le monde contribue, que tout le monde partage et que tout le monde puisse vivre correctement. Notre nouveau monde, il est là. Faire en sorte que chacun puisse simplement vivre son travail. Faire en sorte qu'il n'y ait plus celles et ceux qui sont obligés de mendier leur vie, celles et ceux qui sont obligés de mendier leur dignité. C'est ça le boulot qui est devant nous. On ne demande pas à ce que chacun soit milliardaire. On demande simplement à ce que la dignité soit assurée pour toutes et pour tous. C'est notre objectif et nous pouvons le gagner parce que nous sommes un pays riche, parce que nous sommes un continent riche et parce qu'aujourd'hui, il est possible de faire tout simplement en partageant les revenus, faire en sorte que chacun s'y retrouve. Cet objectif, c'est celui que nous partageons ici. Et je finis par ça. Si je suis aussi heureux de me retrouver avec Manuel, je n'arrive pas à citer toutes celles et ceux qui, depuis l'origine, ont contribué à la NUPES, au-delà de ceux qui sont à cette tribune. Si je suis aussi heureux d'avoir contribué à cette NUPES, c'est parce que j'ai le sentiment que, au-delà de nos différences qui existent, ne nous cachons pas les choses, il y a des débats qui vont continuer à avoir lieu entre nous. On va parfois se frotter, parfois on dira un truc, quelqu'un dira une autre chose. Et puis tant mieux si l'état d'esprit est le bon. Tant mieux à une seule condition, si ce n'est pas simplement du positionnement tactique pour les uns ou pour les autres. Tant mieux si c'est simplement pour arriver à faire mieux, si c'est pour arriver à s'émuler les uns les autres, à se stimuler les uns les autres, à faire en sorte que quand on n'a pas la bonne position, on ne dise pas c'est la mienne, donc elle n'est pas dépassable. Si toutes nos positions sont dépassables, à une seule condition, c'est que celles et ceux qui cherchent à les dépasser le fassent dans le sens de l'intérêt du collectif et le fassent dans l'intérêt de toute la population française. À ces conditions-là, vous verrez, nous irons loin, nous reprendrons le pouvoir ensemble, nous gouvernerons ensemble et nous changerons à nouveau la vie des gens. Merci. Vas-y Manon. Moi je conclurai après toi. On va faire vite pour pouvoir te libérer, Olivier, parce que de toute façon, moi j'ai le sentiment qu'on a un insoumis devant nous. Je sais pas si tu as fait... Non mais là, Manon, tu me veux du mal. Non, là, je vais pas. rentrer chez moi. On va dire, le mec, il est toutouisé. Est-ce qu'il ressemble à un toutou? Ça va pas. Reconnaissez que je suis socialiste un peu quand même et que... Hein, t'es d'accord, voilà. Et que je suis quand même très différent de vous et que parfois, vous direz encore « Ah, le PS, ça suffit ». Dites-le un peu, dites-le parce qu'il faut qu'on l'entende un peu, non? Si, aidez-le, aidez-moi. aidez-le. Je vais avoir des problèmes en rentrant chez moi. En tout cas, moi, pour continuer sur ce que tu disais, moi, je suis ravie finalement d'avoir un parti socialiste qui renoue avec ce pourquoi finalement ma génération qui a commencé la politique au moment de l'ère Hollande n'avait pas trouvé à cette époque. Et je dois ici saluer le courage d'Olivier Faure parce que parfois, c'est vrai qu'on n'a pas été facile. Mais qu'aujourd'hui, on puisse se réunir. Alors, c'est vrai, Elsa parlait de ses mémoires de la fête de l'UMA. Je n'ai pas son expérience à la fête de l'UMA d'Elsa Fossillon. Mais je crois qu'aucun d'entre nous n'aurait pu parier à la fête de l'UMA de l'an dernier. Vous savez, quand on commençait à peine la campagne présidentielle, que vous nous retrouveriez ici sur cette scène en train de lancer cette campagne contre les super profits et en train peut-être de faire plier un gouvernement. Alors peut-être que nous avons perdu une bataille, celle
de l'élection présidentielle, mais il ne faut pas l'oublier, nous avons gagné le premier tour des élections législatives, le gouvernement a tendance à l'oublier. Oui, c'est la NUP qui a gagné le premier tour de l'élection législative, et elle l'a fait parce que justement, elle a fait campagne sur la clarté. Et quand on a, pour la première fois, engagé des discussions avec le Parti Socialiste, avec Génération, avec ELV, avec le Parti Communiste, Manu se souvient sûrement, il y avait un point de friction qu'on a fini par débloquer sur quel est notre niveau d'ambition. Et au début, on s'était dit qu'on allait se limiter à des marqueurs politiques. Alors le 11, c'était plutôt les partenaires politiques. Et dans ces marqueurs, il y avait déjà la question de la taxation des super-profits. Et moi, je suis fière parce que justement, on a fait ce travail d'émulation collective dont tu parlais, Olivier Faure, que notre programme, ce ne soit pas juste 10 engagements sur un coin de table que personne ne tiendrait, mais ce sont, vous pouvez probablement les retrouver ici, un programme complet de 650 propositions qui dessine un projet de gouvernement et qui fait que oui, nous n'avons pas renoncé à l'ambition de gouverner, et ce gouvernement, il sera mené de manière collective avec l'ensemble des partenaires de la NUP. Et je voulais juste finir en disant que quand on parle de la taxation des super-profits, évidemment, on s'attaque à une forme de richesse. Alors, bon, avec ce t-shirt, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il ne faut pas une taxation plus large et une réforme fiscale plus large. Et par exemple, quand on sait qu'il y a 5 personnes, alors 5 personnes qui tiendraient sur cette scène, il se trouve que c'est pas nous, mais sinon vous allez nous faire les poches en sortant. C'est pas nous. Mais 5 personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population française. C'est qu'on est arrivé dans un système inégal qui est insupportable. Et vous le savez peut-être, pour ceux qui aiment bien l'histoire, en 1789, la Révolution, elle est née d'une révolte du tiers-État qui en avait marre de payer la dîme pour la noblesse. Eh bien, qu'est-ce que fait la NUP aujourd'hui? C'est rassembler ce tiers-État et dire qu'on en a marre que, précisément, cette nouvelle noblesse ne paye pas quand le tiers-État, remplacé aujourd'hui par le peuple, paye. Et finalement renouer avec ce slogan des Gilets jaunes, que les gros payent gros et que les petits payent petits. Voilà le sens aussi profond de la mobilisation que nous lançons, qui va bien au-delà de la taxation des super-profits. Merci Manon. Merci beaucoup. Alors, juste pour conclure ce débat, d'abord vous remercier d'avoir été présente et présent. Je pense que ce débat lui-même, il montre ce que doit être la NUP autour de ce sujet. Vous allez voir pourquoi. D'abord parce que, ça a été dit tout à l'heure, mais la NUP, ça ne peut pas seulement être un accord électoral. La NUP, ça ne peut pas être seulement un intergroupe à l'Assemblée nationale, même s'il y a un intergroupe à l'Assemblée nationale. Et c'est très bien qu'il y ait un intergroupe à l'Assemblée nationale, parce qu'on travaille ensemble, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais parce qu'on est en capacité de se mettre d'accord sur des initiatives, sur des propositions de loi communes, de discuter de nos positions de vote sur les amendements, etc. Mais la NUP, ça ne peut pas être que ça. La NUP, ça doit aussi être une force d'action, ça doit être une force sociale, ça doit être une force qui agit et qui s'empare des débats qui sont dans la société. Et cette question des super-profits, et c'est pourquoi je pense pouvoir dire ici au nom de tous les insoumis, mais qu'on remercie notamment Olivier Faure d'avoir fait la proposition sur le référendum d'initiative partagée. Parce que par cette proposition, même si bien sûr l'objectif, c'est un objectif qui est difficile à atteindre, il ne faut pas croire qu'on va l'atteindre comme ça. Mais par cette proposition, on se fixe un objectif, un cap, et on se fixe une campagne commune qu'on va mener bien sûr à l'échelle nationale, bien sûr à l'Assemblée nationale, mais qu'on va mener aussi dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque département, partout en France, ensemble, les militantes, les militants de la France Insoumise, de Génération, du PS, de LV, du PCF, et même les gens qui n'ont pas de carte dans une de nos formations politiques. On va se regrouper partout et on va faire en sorte de mener ensemble cette campagne pendant 6 mois pour aller chercher les signatures. Et c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est que n'oubliez pas, parce qu'il y a plein d'arguments qui vont vous être avancés. Premièrement, oui, c'est difficile d'avoir 4,6 millions de signatures, mais rappelez à chaque fois quelque chose, parce que tout le monde fait comme s'il l'avait oublié. C'est qu'au lendemain de la mobilisation des Gilets jaunes, on avait fait des grands débats. Vous vous rappelez, Macron, il avait fait les grands débats. Et à la fin des grands débats, il était venu et il avait dit « Je prends un engagement, j'abaisserai à 1 million le nombre de signatures
du référendum d'initiative partagée. Vous vous rappelez de cette promesse? Bon, elle en est où cette promesse aujourd'hui? Alors oui, nous allons essayer d'obtenir les 4,6 millions de signatures, mais nous n'oublierons pas non plus que Macron s'était engagé à baisser le seuil à 1 million et nous le répéterons à chaque fois que nécessaire dans cette campagne. Troisièmement, vous allez en entendre plein des arguments qui vont vous dire la taxe sur les super profits, ça sert à rien, c'est pas possible, etc. Ils ont commencé à l'été, ils nous ont dit mais vous voyez, Total a fait une ristourne. Ils font des efforts, les entreprises, il n'y a pas besoin de les taxer. Gardez en tête que la ristourne de Total, elle est évaluée à un coût pour Total de 500 millions d'euros, alors que Total a généré 18,8 milliards d'euros de profit au premier semestre seulement de l'année 2022. Et encore, on va y travailler. Je suis sûr qu'avec la ristourne, en fait, Total a gagné de l'argent parce qu'il y a des gens qui vont aux stations-service Total alors qu'avant, elles allaient dans les stations-service d'à côté. Bref, je ne relance pas le débat, tout le monde est pressé, tout le monde doit partir. Mais je veux vous dire, ça me permet de faire le lien avec la question qui a été posée par le camarade. Oui, à partir du moment où la NUP, elle mène des campagnes communes, personnellement, je suis favorable, et on en discutera, à ce qu'elle soit en capacité de fournir aussi aux militantes et aux militants des arguments en commun, des petits argumentaires en commun pour qu'on mène cette bataille. Et je crois qu'on le fera dans le cadre de la bataille sur le RIP. C'est par rapport à la question de la formation. Et puis après, chaque formation politique, elle forme ses cadres. C'est toi qui as utilisé ce terme. Et oui, à la France Insoumise, on travaille bien évidemment à proposer aussi un dispositif de formation, comme j'imagine chaque organisation politique de la NUP le fera. Donc oui, il faut des formations spécifiques, je crois, de chaque organisation. Et après, il faut qu'on soit en capacité de fournir des argumentaires communs sur les campagnes qu'on va mener ensemble. Et ça fait partie des choses qu'on doit mettre en place tous ensemble. Voilà, il y aurait plein de choses à dire sur la NUP. Je ne veux pas allonger le débat. En tout cas, si on est dans l'état d'esprit, quel état d'esprit qu'a avancé Olivier tout à l'heure, on n'est pas d'accord sur tout. On n'est pas les mêmes. Mais en tout cas, on est dans une volonté constructive de stimulation, d'émulation collective. Alors je crois qu'on peut aller très loin, et y compris jusqu'à la prise du pouvoir. C'est dans cet état d'esprit qu'on travaille, vous l'avez vu dans le débat d'aujourd'hui. Merci de votre présence et on va continuer comme ça.